Donald Trump entre la vie et la mort. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette vidéo? Lui-même ont tous été plongés dans le même chaos, le même silence glaçant, sans savoir exactement ce qui se passait de l'autre côté d'une porte. Cette nuit-là, Washington ne dormait pas. Et ce que vous allez entendre, ce n'est pas un scénario de film. C'est la réalité. Commençons par poser le décor, parce que pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre où tout cela s'est produit et pourquoi cet endroit était censé être l'un des plus sécurisés d'Amérique ce soir-là. Nous sommes à Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis. Il est un peu moins de 20 et 1 heure, heure locale. Dans un grand hôtel Hilton du centre-ville, des centaines de personnes se sont rassemblées pour l'un des événements les plus symboliques du calendrier politique américain, le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Une tradition qui remonte à l'année 1924. Plus d'un siècle de cérémonies, de discours, de rires partagés entre le pouvoir et la presse. Une soirée où les lignes habituelles entre les journalistes et les politiques s'estompent légèrement, où tout le monde partage le même espace, la même ambiance, les mêmes tables dressées pour l'occasion. Ce soir-là, il y avait entre 2000 et 2500 personnes dans cette salle. Des journalistes accrédités à la Maison-Blanche, des correspondants étrangers, des membres du gouvernement américain, des figures de l'establishment washingtonien. Et au centre de tout cela, sur l'estrade principale, Donald Trump, le 47e président des États-Unis, accompagné de la première dame Melania Trump. À ses côtés, le vice-président J.D. Vance. Il faut souligner quelque chose d'important à ce stade. Donald Trump n'avait pas participé à ce dîner depuis des années. Sous son premier mandat, puis lors de la transition, il avait systématiquement boudé cet événement, considérant la presse américaine comme une ennemie acharnée de sa présidence. Mais ce soir-là, il avait fait une exception. Il avait décidé de venir. Et pour justifier ce retournement, il avait expliqué publiquement, avec ce ton caractéristique qui est le sien, que la presse avait fini par reconnaître qu'il était peut-être le plus grand. L'ambiance remplissait la salle. Quelque chose se préparait dans les couloirs de cet hôtel. Quelque chose que personne n'avait anticipé. Quelque chose qui allait transformer cette soirée de célébration en une scène digne des plus grands films d'action américains. Sauf que là, ce n'était pas du cinéma. Un homme, un seul homme, avait décidé de forcer les lignes de sécurité. Et ce qu'il avait sur lui allait provoquer une des alertes sécuritaires les plus graves que Washington ait connues depuis des années. Pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, il faut d'abord parler de la sécurité qui entourait cet événement. Parce que quand le président des États-Unis se déplace, il ne se déplace pas seul. Le Secret Service, le service de protection des personnalités présidentielles américaines, est une organisation de près de 6000 agents déployés en permanence. Ces agents ne dorment pas vraiment, ils ne se reposent jamais vraiment. Leur unique mission, leur raison d'être, c'est de s'assurer que le président rentre chez lui chaque soir. Un ancien haut fonctionnaire français de la protection des personnalités, quelqu'un qui a dirigé le service de protection de l'Élysée de 2012 à 2020, a expliqué avec précision comment tout cela fonctionne. Quand le président participe à ce type d'événement, il y a un périmètre de sécurité qui s'étend bien au-delà de la simple salle. Il y a des équipes qui reconnaissent les lieux plusieurs heures à l'avance. Des maîtres chiens qui inspectent chaque recoin, chaque table, chaque couloir pour détecter d'éventuels explosifs ou armes dissimulées. Des vérifications électroniques, des portiques, des contrôles d'identité stricts. Absolument rien n'est laissé au hasard, en théorie, et c'est justement là que réside le paradoxe de cette nuit. Tout avait été prévu, tout avait été vérifié. Les portiques de sécurité à l'entrée de la salle fonctionnaient. Les agents étaient en position. Le dispositif opérationnel était en place. Mais quelque chose avait échappé à toutes ces précautions. Quelque chose que personne n'avait vu venir. L'homme qui allait mettre Washington sous tension ce soir-là avait fait quelque chose d'apparemment simple, d'apparemment banal. Il avait réservé une chambre dans cet hôtel. Il était un client ordinaire. Un client parmi des dizaines d'autres. Et personne n'avait vérifié. Personne n'avait croisé son nom sur une liste de surveillance. Personne n'avait perquisitionné sa chambre, malgré toutes les procédures qui auraient dû, en théorie, couvrir ce type de situation. C'est une faille énorme, et elle allait coûter très cher cette nuit-là. Alors que le dîner battait son plein, que les discours se succédaient, que les rires fusaient dans la grande salle de réception, cet homme a quitté sa chambre. Il a pris ses affaires, et il a commencé à descendre vers l'espace où se déroulait l'événement. Il était armé. Les informations qui ont filtré dans les heures suivantes ont évoqué plusieurs armes. Des armes de poing, ce qui ressemblerait à une arme longue, et plusieurs couteaux. Les images de vidéosurveillance que les chaînes d'information ont diffusées pendant des heures après les faits montrent vite la scène avec une clarté troublante.
On voit un homme qui tente de forcer le passage au niveau des contrôles de sécurité. On voit les agents de sécurité réagir. On entend, ou plutôt on imagine, les 5 détonations qui vont semer la panique dans la salle adjacente. 5 coups de feu, c'est ce que les pères dans d'autres contextes. Et soudain, derrière la porte, vous entendez ces détonations. Votre cerveau traite l'information à une vitesse folle. Votre corps réagit avant même que vous ayez le temps de réfléchir. C'est exactement ce qui s'est passé pour les journalistes présents ce soir-là. Ceux qui avaient de l'expérience, ceux qui avaient couvert des fusillades de masse aux États-Unis ont immédiatement su quoi faire. Pas de panique désordonnée, pas de course vers les sorties. Un réflexe précis, entraîné vital, se jeter à terre, se mettre sous les tables, ne pas lever la tête. Parce que dans ces situations, c'est souvent le mouvement qui tue. C'est souvent celui qui se redresse pour voir ce qui se passe qui devient la première victime. Des centaines de journalistes, des ministres du gouvernement américain, tous à terre, tous sous les tables, dans un silence qui, selon les témoins, était plus effrayant que les coups de feu eux-mêmes. Et pendant ce temps, sur l'estrade, les agents du secret service avaient déjà réagi. En quelques secondes, et quand on dit quelques secondes, on parle vraiment de 2, 3, 4 secondes maximum, les agents se sont jetés sur Donald Trump pour l'évacuer. La première dame a été prise en charge. Le vice-président Vance a été escorté à son tour. Ce mouvement précis, synchronisé, presque chorégraphié, c'est le résultat d'années d'entraînement, de dizaines de répétitions, de protocoles appris et réappris jusqu'à ce qu'ils deviennent des réflexes absolus. Des images ont circulé, des vidéos tournées par des téléphones portables, parce qu'en 2026, tout le monde filme, tout le monde documente. Ces images montrent les agents qui entourent le président, qui le font descendre de l'estrade, qui le poussent vers la gauche. On voit d'autres agents qui enjambent les tables. On voit des armes dégainées pointées dans différentes directions. Parce qu'à ce moment précis, personne ne sait encore d'où vient exactement la menace. Est-ce que le tireur est dans la salle? Est-ce qu'il y a plusieurs assaillants? Est-ce que c'est une diversion pour quelque chose de plus grave? Ces questions, les agents ne peuvent pas se les poser. Ils ne peuvent pas attendre la même expression dans les yeux. Un silence lourd, pesant, irréel. 2 ou 3 minutes où personne ne savait rien. Où tout le monde retenait son souffle sous les tables, les mains sur la tête, les yeux fermés ou fixant le sol, attendant. Et puis une voix, un homme qui a pris la parole dans ce silence, un homme qui a commencé à crier dans la salle. 2 mots seulement répétés en boucle, de plus en plus fort. USA, USA, ce cri que l'on entend dans les meetings de Donald Trump, ce cri qui, dans ce contexte, prenait une signification ambiguë. Était-ce un partisan du président qui cherchait à rassurer? Était-ce quelqu'un qui paniquait d'une façon particulière? Personne ne l'a vraiment su sur le moment. Ce qui est certain, c'est que cette voix a rompu le silence et que quelques minutes après, les premiers ministres ont commencé à être évacués, entourés d'agents lourdement armés. Pendant ce temps, dans les couloirs et les sous-sols de l'hôtel, une autre scène se déroulait. Les équipes du Secret Service avaient choisi un itinéraire d'évacuation qui n'était pas la sortie principale. Ils avaient pris le président par la cuisine de l'hôtel. Ce détail, en apparence anecdotique, en dit beaucoup sur la réalité de la protection présidentielle. Quand tout s'effondre, quand l'entrée principale n'est pas sûre, quand le périmètre reste compromis, on prend la voie de service. On passe par les cuisines, on emprunte les couloirs de service. L'important n'est pas l'image, l'important c'est la vie. Et dehors, dans la rue, le convoi présidentiel attendait, parce que c'est ainsi que ça fonctionne toujours. Le convoi est toujours prêt, le moteur tourne, les portières sont ouvertes, les agents sont en position, parce que le départ peut avoir lieu à n'importe quel moment, sans préavis. La limousine présidentielle américaine, que les médias appellent parfois la bête, est une machine à part entière. Un véhicule blindé dont le blindage dépasse de loin celui des modèles standards utilisés pour d'autres chefs d'État. Donald Trump avait d'ailleurs insisté pour utiliser son propre modèle lors d'un défilé sur les Champs-Élysées quelques années plus tôt, ce qui avait provoqué une petite friction avec les services de sécurité français qui préféraient utiliser leur propre véhicule. Cette anecdote illustre parfaitement l'attachement du président américain à ses propres standards de sécurité qui sont parmi les plus élevés au monde. Trump est donc sorti vivant de l'hôtel Hilton ce soir-là. Il a regagné la Maison-Blanche. Et dans les heures qui ont suivi, il a donné une conférence de presse depuis la salle de presse de la résidence présidentielle. Il était accompagné de la première dame, du directeur du FBI et de plusieurs membres de son administration. Mais pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôtel, des centaines de personnes attendaient encore. Bloquées, confinées, sans nouvelles, sans téléphone,
Les réseaux avaient été coupés pour des raisons de sécurité. Certains journalistes ont témoigné être restés enfermés dans la salle pendant 1 heure, parfois 1 heure et demie, dans l'incertitude totale. 1 heure et demie. Imaginez, vous ne savez pas si le tireur est neutralisé. Vous ne savez pas si d'autres assaillants sont cachés quelque part dans l'hôtel. Vous ne savez pas si le pire est encore à venir. Vous attendez, dans le silence qui a frappé tous ceux qui l'ont entendu. Il a dit, presque malgré lui, que cet événement était en train de devenir un classique américain. Un classique. Le mot était fort, le mot était presque provocateur, mais il résumait parfaitement une réalité inquiétante. Aux États-Unis, les tentatives d'assassinat contre des responsables politiques sont si fréquentes qu'elles semblent presque normalisées dans le débat public. Ce n'est pas une exagération journalistique, c'est une observation froide et documentée. Mais revenons à Cole Thomas Allen, parce que c'est lui, ce soir-là, qui était au centre de tout. Quand les reporters de BFM TV sont arrivés devant sa maison à 1h15 du matin, heure de Los Angeles, ils ont découvert quelque chose qui résume parfaitement le paradoxe de cet homme. Sa rue était bloquée par la police. Des agents du FBI étaient encore dans sa maison. Et ses voisins, interrogés à cette heure improbable de la nuit, décrivaient quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un de calme, quelqu'un qui, selon leurs mots, ne disait jamais bonjour. Cole Thomas Allen n'était pas ce que l'on imagine instinctivement quand on pense à quelqu'un capable d'attaquer le président des États-Unis. Il n'avait pas le profil du militant extrémiste, du fanatique religieux ou du criminel endurci. Il était enseignant. Plus précisément, il donnait des cours particuliers à des étudiants préparant des concours d'entrée dans les grandes universités américaines. Il avait lui-même un diplôme d'ingénieur de Caltech, le California Institute of Technology, l'une des universités scientifiques les plus prestigieuses du monde, celle qui travaille notamment en étroite collaboration avec la NASA. Il avait également un doctorat scientifique. 31 ans, ingénieur de formation, doctorat scientifique, enseignant particulier. Grand fan de jeux vidéo, au point de travailler depuis 2 ans sur le développement de son propre jeu vidéo. Voilà le portrait de l'homme qui avait failli transformer le dîner des correspondants de presse en carnage. L'un de ses voisins, interrogé dans la nuit, a dit quelque chose de révélateur. Il a expliqué qu'il commençait à se poser des questions. Pourquoi? Comment? Mais que ça lui semblait impossible que Cole Allen ait voulu s'attaquer au président Trump. Que ce n'était pas son genre, qu'il n'avait rien de particulier contre qui que ce soit. Ce témoignage était fascinant, parce qu'il illustre parfaitement ce que les psychologues et les experts en sécurité appellent le profil du loup solitaire. Ces individus qui ne correspondent faute à aucun profil évident de radicalisation, qui n'ont pas de manifeste publié en ligne, qui ne fréquentent pas des groupes extrémistes connus, mais qui, pour des raisons que souvent seule une enquête longue et minutieuse permet de comprendre, franchissent un jour une ligne que tout le monde pensait infranchissable. L'analyste spécialiste des États-Unis qui commentait les événements a posé la question qui allait hanter les enquêteurs dans les jours suivants. Est-ce que Cole Thomas Allen était un loup solitaire? Est-ce qu'il appartenait à la frange la plus extrémiste du mouvement Antifa comme il en existe aux États-Unis? Était-il un déçu de Trump, quelqu'un qui avait soutenu le président et qui se sentait trahi? Ou était-ce simplement quelqu'un souffrant de troubles psychiatriques non traités? Un cas parmi des millions aux États-Unis où la prise en charge de la santé mentale reste l'une des plus défaillantes. Il faut comprendre le fonctionnement précis d'un dispositif de sécurité qui, malgré ses failles, a finalement rempli son rôle premier, ramener le président en vie. Commençons par quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. La sécurité présidentielle américaine n'est pas un service monolithique. Ce n'est pas une seule organisation qui contrôle tout du début à la fin dans une cohérence parfaite. C'est un réseau complexe d'agences, de services, de juridictions différentes qui doivent travailler ensemble, coordonner leurs actions, partager leurs informations, et ce, dans des délais souvent extrêmement courts. Le secret service est la pièce centrale de ce dispositif. Mais autour de lui gravite la police métropolitaine locale, le FBI, les services de renseignement intérieur et extérieur, les forces spéciales et même, dans certains contextes, les services de sécurité privée des lieux où se déroulent les événements. Chacune de ces entités a ses propres procédures, ses propres chaînes de commandement, ses propres cultures institutionnelles. Et quand quelque chose se passe mal, quand un individu armé parvient à s'approcher du président, la question qui se pose immédiatement est: où est la rupture dans la chaîne? Qui a failli? Quelle agence n'a pas transmis l'information qu'elle aurait dû transmettre? Quel contrôle n'a pas été effectué alors qu'il aurait dû l'être? C'est précisément ce que la commission d'enquête qui allait être mise en place dans les jours suivants allait devoir déterminer. Mais avant de parler de la commission,
Parlons du moment exact où tout a basculé. Parce qu'il y a une séquence précise, une chronologie minutieuse de cette nuit qui permet de comprendre à la fois la rapidité de la réaction du Secret Service et les failles qui ont rendu cette réaction nécessaire. Cole Thomas Allen avait réservé sa chambre dans l'hôtel Hilton de Washington. Les informations disponibles au moment des premières heures de l'enquête suggèrent qu'il avait séjourné dans cet hôtel pendant plusieurs jours avant l'événement. Plusieurs jours. Pas quelques heures, pas une nuit d'improvisation. Plusieurs jours de présence dans le même bâtiment que celui qui allait accueillir le président des États-Unis. Pendant ces jours, il avait le temps de reconnaître les lieux. Avec ses armes qui étaient dans sa chambre, pendant tout ce temps, c'est là que réside la faille fondamentale. Pas dans la réaction du Secret Service une fois que les coups de feu ont été tirés. Pas dans l'évacuation du président qui a été réalisée avec la précision et l'efficacité qu'on est en droit d'attendre du service le plus professionnel du monde dans ce domaine. La faille, c'est l'amont. C'est le fait que personne n'ait effectué une vérification systématique des clients de l'hôtel dans les jours précédant l'événement. C'est le fait que personne n'ait passé au crible les réservations, les identités, les profils des personnes qui allaient se trouver à portée du président. En France, a expliqué l'ancien haut fonctionnaire, ce genre de vérification est standard. Quand un chef d'État participe à un événement dans un lieu privé, toutes les personnes présentes dans ce lieu sont criblées. C'est le terme technique. On vérifie leur identité, leur casier judiciaire, leur éventuelle présence sur des listes de surveillance. Et si nécessaire, on peut même procéder à des perquisitions de chambres d'hôtel, à des inspections de véhicules, à des contrôles physiques supplémentaires. Aux États-Unis, ces procédures existent sur le papier, mais leur application dépend de la coordination entre plusieurs agences. Et cette nuit-là, quelque part dans cette coordination, quelque chose avait manqué. La question politique qui découlait de cela était explosive. Washington, D.C. est une ville dont la gouvernance est assurée par des responsables nommés par la maire de la ville, une démocrate. Le chef de la police métropolitaine était un nommé de cette maire, le procureur général de la ville également. Dans un contexte de guerre politique permanente entre l'administration Trump et les institutions contrôlées par les démocrates, il était inévitable que ces détails soient utilisés comme munitions dans le débat public. Et Donald Trump, qui avait une longue pratique de l'exploitation politique de chaque événement à son avantage, allait certainement ne pas laisser passer l'occasion. Mais avant d'en arriver là, il y avait une urgence absolue, comprendre les motivations de Cole Thomas Allen. Parce que sans mobile clairement établi, l'enquête est borgne. On peut savoir comment quelqu'un a agi. On peut reconstituer chaque étape de son parcours, chaque décision, chaque mouvement. Mais sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qui s'est passé dans la tête de cet homme dans les semaines, les mois, peut-être les années qui ont précédé cette nuit à Washington, on reste dans l'incompréhension. Et l'incompréhension est dangereuse parce qu'elle ne permet pas de prévenir la prochaine fois. Les agents du FBI qui travaillaient toute la nuit dans la maison de Cole Allen à Los Angeles cherchaient précisément des réponses à cette question. Des ordinateurs, des carnets, des messages, des correspondances en ligne. Tout ce qui pouvait permettre de reconstituer l'état d'esprit de cet homme et les raisons de son geste. Les premiers éléments qui filtraient dans les médias étaient fragmentaires et parfois contradictoires. Certains suggéraient qu'il n'avait aucune affiliation politique connue. D'autres évoquaient une possible détresse personnelle, des difficultés psychologiques. Certains voisins parlaient d'un homme. Il a souligné ce qui aurait dû être fait et ne l'avait pas été. Sans pointer des responsabilités nominales, du moins pas encore, il avait clairement indiqué que des questions devaient trouver des réponses. Et puis il a dit quelque chose qui a surpris une partie de l'assistance. Il a annoncé que le dîner des correspondants allait être reprogrammé. L'événement aurait lieu de nouveau. Il ne capitulerait pas. Il ne se tairait pas. La tradition serait maintenue. Ce message adressé à tous ceux qui, peut-être espéraient le voir renoncer à ce type de rassemblement public était fort. Il disait « Vous ne m'aurez pas, vous ne changerez pas ma façon de diriger. Je ne serai pas prisonnier de ma propre sécurité. » Mais il a aussi utilisé ce moment pour parler de son projet de salle de bal à la Maison-Blanche, en disant, avec ce mélange de sérieux et d'autodérision qui lui est propre, qu'il était bien gêné d'en parler dans ces circonstances, mais que les événements de la nuit lui donnaient peut-être raison. S'il avait eu cette salle, il aurait pu tenir cet événement dans un espace entièrement contrôlé, sans exposition au risque d'un lieu ouvert au public. C'était un argument politique habile.
Transformer une nuit de peur en argument pour un projet architectural controversé. Transformer une faille de sécurité en plaidoyer pour une plus grande distance entre le président et le monde extérieur. Certains y ont vu du génie tactique, d'autres y ont vu une récupération cynique. La plupart des observateurs y ont vu les deux à la fois. Ce qui est certain, c'est que cette nuit allait laisser des traces politiques, des traces institutionnelles, des traces dans les mémoires de tous ceux qui l'avaient vécu de près ou de loin. Et au-delà de Washington, au-delà de l'Amérique, cette nuit disait quelque chose au monde entier. Elle disait que même le pays le plus puissant de la planète, même le président le mieux protégé de la Terre, n'était pas à l'abri. Elle disait que la violence politique ne connaissait pas de frontières, pas de titres, pas de protection absolue. Elle disait que la démocratie était fragile et qu'il fallait en prendre soin. Il existe une réalité que les médias couvrent rarement avec la profondeur qu'elle mérite. C'est la réalité des hommes et des femmes qui protègent les présidents. Pas les agents vus dans les films, ces silhouettes anonymes en costume sombre avec une oreillette. Les vrais agents, ceux qui ont des familles, des noms, des histoires. Ceux qui, une nuit de Washington, ont fait exactement ce pourquoi ils avaient été formés pendant des années. L'ancien chef du service de protection des personnalités français, qui commentait les événements en direct, a offert une fenêtre rare sur ce monde. Il a expliqué quelque chose que peu de gens comprennent instinctivement. Les agents qui protègent le président ne se demandent pas quoi faire quand la crise éclate. Ils savent, leur corps sait. Parce que des dizaines, des centaines de fois dans leur carrière, ils ont répété les gestes, les mouvements, les protocoles jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi naturels que respirer. Cette automatisation des réflexes, c'est la clé de tout. Dans une situation de crise, la peur peut paralyser. La surprise peut provoquer l'hésitation. La surcharge cognitive peut faire des erreurs fatales, cacophonie des premières heures, mais dont la blessure rappelait que cette nuit avait eu un coût humain réel. Un homme avait été touché pour que d'autres restent en vie. C'est une réalité que les discours officiels ont tendance à mentionner brièvement avant de passer à la suite. Mais c'est une réalité qui mérite qu'on s'y arrête. Parce que derrière chaque service de protection, derrière chaque agent, il y a quelqu'un qui accepte de placer sa vie entre le danger et ceux qu'il est chargé de défendre. Dans les heures qui ont suivi, les premières analyses des experts ont commencé à converger sur plusieurs points essentiels. Premier point, le Secret Service avait bien fait son travail en réaction à la menace. L'évacuation avait été rapide, professionnelle, conforme au protocole. Les agents méritaient des éloges, pas des critiques. Deuxième point, la faille était en amont. Elle concernait la préparation, la vérification, la coordination entre les différentes agences de sécurité chargées de sécuriser le lieu avant l'événement. C'est là que le travail avait été insuffisant. Troisième point, cette faille soulèverait inévitablement une question politique, dans un pays où tout est politique. Et cette question politique allait être l'objet de jeux d'influence, de manipulation, d'instrumentalisation diverses. Quatrième point, l'affaire Cole Thomas Allen restait à ce stade largement inexpliquée et l'enquête allait prendre du temps, beaucoup de temps, parce que comprendre un acte aussi complexe ne se fait pas en une nuit. Ces 4 points structuraient le débat qui allait s'ouvrir dans les jours, les semaines et les mois suivants. Mais il y avait une dimension supplémentaire que tous les commentateurs soulevaient avec une certaine gravité. Cette nuit s'inscrivait dans un contexte plus large, un contexte de polarisation politique extrême, de montée des tensions, de violence verbale qui parfois se transforme en violence physique. Et c'était la 3e fois en 2 ans que Donald Trump était directement visé. La 3e fois. Ce chiffre ne pouvait pas être ignoré. Il signifiait quelque chose. Il disait que le niveau de haine, de désespoir ou de dérangement dans la société américaine avait atteint un seuil dangereux. Il disait que des individus, pour des raisons diverses, des motifs variés, des profils très différents, continuaient à considérer le président des États-Unis comme une cible légitime, ou comme un symbole à abattre, ou simplement comme un exutoire pour une rage qu'ils ne savaient plus contenir autrement. Quel que soit le mobile, quel que soit le profil, cette récurrence était un signal d'alarme. Et les spécialistes de la prévention de la violence politique étaient formels. Sans une réponse structurelle à ces tensions, une réponse qui dépasse la simple augmentation des mesures de sécurité autour du président, le risque d'un 4e événement, d'un 5e était réel. La sécurité ne se réduit pas à des agents de plus, à des portiques supplémentaires, à des vérifications plus approfondies. La sécurité dans une société démocratique
passe aussi par une réduction des tensions, par un dialogue politique qui ne se transforme pas en combat existentiel, par une classe politique qui, même dans ses désaccords les plus profonds, rappelle que la violence est malheureusement. Et ce n'est pas tout. Des dizaines d'autres tentatives d'assassinat ont été déjouées. Des tentatives contre Gerald Ford, contre Ronald Reagan qui avait été gravement blessé en 1981, contre George W. Bush, contre Bill Clinton, contre Barack Obama et maintenant, de façon répétée, contre Donald Trump. Cette violence n'est pas une anomalie dans l'histoire américaine. Elle en fait partie. Elle est inscrite dans la culture politique du pays, dans ses fractures identitaires, dans son rapport aux armes, dans sa façon de concevoir le conflit politique comme quelque chose qui peut, dans les moments les plus extrêmes, dépasser les urnes et se résoudre par la force. C'est une réalité que beaucoup d'Américains refusent de regarder en face parce qu'elle contredit le mythe fondateur de la nation. L'idée que la démocratie américaine est la plus solide, la plus résistante, la plus exemplaire du monde. Mais les faits sont là, et les faits ne mentent pas. Pour comprendre pourquoi cette nuit de Washington était arrivée, il faut comprendre le contexte politique dans lequel elle s'inscrivait. Donald Trump était revenu au pouvoir dans un contexte de polarisation extrême. Sa victoire électorale avait été perçue par une large partie de la gauche américaine comme une catastrophe civilisationnelle. Sa politique commerciale, migratoire, institutionnelle avait exacerbé des tensions qui existaient depuis des décennies. Les réseaux sociaux amplifiaient chaque déclaration, chaque polémique, transformant des désaccords politiques ordinaires en affrontements existentiels. Dans cet environnement, la haine politique avait atteint des niveaux que beaucoup d'observateurs décrivaient comme sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis. Des élus recevaient des menaces de mort, des journalistes étaient harcelés, des familles se déchiraient à cause de leurs appartenances politiques, et quelques individus incapables de gérer la charge émotionnelle de cet environnement ou souffrant de troubles psychiatriques aggravés par cette ambiance toxique franchissaient la ligne ultime. Cole Thomas Allen était-il l'un de ces individus ou relevait-il d'une autre catégorie? L'enquête menée par le FBI dans les heures et les jours suivant l'événement allait progressivement permettre de reconstituer son portrait psychologique. Et ce portrait allait se révéler, selon les premières informations disponibles, moins lié à une idéologie politique précise qu'à une détresse personnelle profonde. Voici ce que les enquêteurs ont commencé à reconstituer. Cole Thomas Allen était un homme brillant indéniablement. Son parcours académique à Caltech, l'une des universités scientifiques les plus sélectives du monde, et son doctorat en sciences attestaient d'une intelligence remarquable et d'une capacité de travail hors norme. Il avait ensuite bifurqué vers l'enseignement particulier, un choix surprenant pour quelqu'un de son niveau, peut-être révélateur d'une difficulté à s'insérer dans les structures institutionnelles classiques du monde académique ou industriel. Depuis environ 2 ans, il travaillait sur le développement d'un jeu vidéo. Ce projet, selon ses proches, était devenu une obsession. Il y consacrait une part croissante de son temps et de son énergie.